On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle acquisition du côté de l'agence MXO. C'est une acquisition partielle, mais qui, dans le développement de l'entreprise, évidemment, va beaucoup aider. D'abord, parlons du REM qui ne viendra pas à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Est-ce qu'on doit avaler notre pilule et regarder d'autres alternatives? Visiblement, c'est le pari qu'a fait le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, qu'on reçoit à l'instant. Dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de cette décision de la Caisse de dépôt et de placement du Québec de ne pas y aller de l'avant avec le prolongement du REM jusqu'à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Il y a eu un vent de déception chez plusieurs décideurs de la région, de surprise aussi, parce que c'est une promesse gouvernementale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on exige du gouvernement le maintien de cette promesse, parce qu'ultimement, le gouvernement pourrait toujours décider d'aller de l'avant quand même, ou est-ce qu'on regarde des solutions alternatives? On en discute avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci pour l'invitation. Ça concerne Saint-Jean, mais ça concerne d'autres villes, notamment Chambly. De ce que je comprends, vous avez eu des discussions avec votre confrère, consoeur, mairesse de Chambly, Mme Labbé? Bien, les maires de la région, moi, la mairesse de Chambly, les maires de Richelieu, Carignan, nous avions sollicité justement une rencontre avec le ministre Bonnardel pour avoir des explications sur cette décision-là. Et cette rencontre-là a eu lieu donc en présence de mes collègues maires lundi matin dernier. Il faut le dire, parce que depuis cette annonce-là, mis à part la ministre Rouleau dans l'Est de Montréal, qui avait commenté brièvement un peu le premier ministre, mais le ministre des Transports, Bonnardel, qui est quand même député de la région de Granby, ce qui n'est pas très, très loin du REM 1035, avait été plutôt discret. Donc, qu'est-ce que le ministre Bonnardel a dit au maire que vous êtes? Mais dans le fond, ils nous ont présenté, il y avait des représentants du MTQ, des représentants de la Caisse qui étaient également sur place, qui nous ont expliqué, premièrement, la démarche qui avait été effectuée par la Caisse pour en arriver à la conclusion qui nous avait été annoncée, donc que le REM ne serait pas prolongé jusqu'à l'intersection de l'autoroute 10 et de l'autoroute 35. Donc, ils nous ont réexpliqué un peu leur démarche et les conclusions du pourquoi. Finalement, c'est le nombre d'usagers qui serait que permettrait d'augmenter le prolongement du REM ne justifiait pas l'ampleur de l'investissement nécessaire. Êtes-vous satisfait de ces explications-là? Est-ce que vous y croyez? Êtes-vous d'accord avec eux? Est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que je suis satisfait? Bien, on est curieux d'avoir un peu plus de data, on a eu les conclusions, mais on n'a pas eu nécessairement les calculs, les projections qu'ils ont faites, les calculs d'achalandage. Il manque des éléments? Bien, on n'a pas aucune donnée à l'heure où on se parle. Donc, on est toujours en attente d'avoir ces données-là. Données qui pourront nous être utiles, justement, pour poursuivre l'analyse, poursuivre la réflexion sur les solutions à apporter, pour faciliter la mobilité durable de nos citoyens et leur donner accès, finalement, au réseau de transport en commun de la grande région de Montréal. Qui dit durable, on parle d'années, de décennies, puis même, je me place pour les gens de Bromont-Granby qui pourraient bénéficier de ce lien-là. Puis, est-ce que je me trompe ou même au départ, ce projet-là, on parlait même de mettre 3 stations entre la 30 et la 35? Je ne sais pas combien de stations étaient prévues. Encore là, je me pose la question sur le réel bénéfice d'en mettre 2 entre la 30 et la 35. Il n'y a pas grand-chose entre les deux, à part la rivière l'Acadie, honnêtement, là. En tout cas, pour une réduction de coûts. Mais là, on est à quelle étape? Est-ce qu'on est à l'étape de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne quand même sa promesse? Mais la promesse venait des députés Louis Lemieux et Jean-François Roberge qui, en campagne électorale, avaient pris cet engagement-là de prolonger le REM jusqu'à Saint-Jean. Donc, suite à leur élection, ils ont sollicité une analyse par la Caisse et dépôts. Et là, on a eu la réponse négative récemment. Mais aujourd'hui, vous, comme maire de Saint-Jean, est-ce que, malgré la décision de la Caisse de dépôt, est-ce que vous exigez de la part de Louis Lemieux, de Jean-François Roberge, du gouvernement Legault, de maintenir cette promesse-là? Moi, j'ai déjà eu des pourparlers avec le député Louis Lemieux qui adhère à la solution de peut-être plutôt de développer un lien ferroviaire entre Saint-Jean et le REM, comme je disais, pour permettre aux citoyens de Saint-Jean d'accéder de façon pédestre, sans utiliser la voiture, au réseau de transport en commun de la grande région du Montréal. Une des raisons qui nous a été donnée une des explications données par le ministre Bonnardel, c'est tout l'impact sur les terres agricoles. Hein. Vous savez, mes prédécesseurs, M. Fecteau, René Bouchard du Canada français, qui était jadis au Conseil économique, militait pour le prolongement du REM, mais dans une perspective d'étalement urbain
et de permettre le dézonage des terres agricoles à l'angle de l'autoroute 10 et de l'autoroute 35. Et ça, le ministre nous a annoncé que c'était une des raisons majeures pourquoi le projet avait été refusé, pour empêcher finalement le dézonage des terres agricoles. Mais le gouvernement veut faire quoi entre la 10 et la 35? Parce que est-ce qu'on va élargir la 10? Est-ce qu'on va mettre des voies réservées? Ça, c'est ce que nous avons eu comme information lors de notre rencontre lundi matin dernier. Premièrement, ils nous ont expliqué un peu leur démarche et les conclusions qui avaient abouti pour leur décision par rapport au prolongement du REM. Et dans un deuxième temps, c'est le ministère des Transports nous ont présenté leur projet d'élargissement de l'autoroute 10 entre l'autoroute 35 et l'autoroute 30 pour permettre la construction d'une troisième voie complète, une voie réservée au transport collectif, mais aussi au covoiturage. Bon, mais là, parce que moi-même, j'ai utilisé le transport, la 96, qui est super efficace, ceci dit. Tout à fait. Parce que j'ai travaillé 2 ans au centre-ville directement, puis bon, c'était facile. Le matin, je m'en allais au terminus à rue Boucher, j'embarquais dans le bus, puis 40 minutes après, j'étais au milieu de la Gauchetière. Et encore là, vous devez prendre votre voiture, vous avez dû prendre votre voiture pour aller... Pour me rendre au terminus. Ouais. Bon. Mais là, dans la dynamique où le REM part de Brossard, moi, je fais quoi comme citoyen? Je prends mon auto, puis je me rends jusqu'à Brossard pour prendre le REM, ou je prends un bus qui va m'amener au REM, puis là, je vais changer du bus au REM pour m'en aller à Montréal? C'est complètement ça l'enjeu. C'est en multipliant justement les transferts, on vient diminuer les probabilités que les gens utilisent le transport commun. Parce que si je suis pour transférer, je vais rester dans mon auto jusqu'à Brossard. Puis encore pire, vous allez peut-être prendre la décision d'aller tout simplement à Montréal avec votre voiture. Donc, ça, c'est encore un autre choix, encore moins judicieux. L'idée du lien ferroviaire, là, c'est quoi? C'est-à-dire que ce lien-là, parce que quand on a bâti le terminus sur la rue Boucher, on l'a bâti à côté d'une traque de chemin de fer, justement en se disant un jour, puis même le député Turcotte dans le temps parlait du... Tu sais, puis il y avait les trains Saint-Hilaire, puis Deux-Montagnes et tout ça. Est-ce qu'on aurait un train qui pourrait partir du terminus puis s'en aller jusqu'à Brossard ensuite? Bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le train pourrait également... on pourrait avoir des arrêts de train, même du côté d'Iberville, du côté de la gare Foch ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Il pourrait y avoir plusieurs, 3, 4, 5 arrêts sur le territoire de la ville de Saint-Jean pour permettre une desserte pédestre à de nombreux citoyens qui pourraient avoir un avantage de venir vivre dans notre centre-ville, venir s'implanter sur notre territoire à proximité de la voie ferrée pour accéder justement à ce réseau-là de façon pédestre. Et ultimement, oui, il faudrait avoir aussi un arrêt au stationnement bouché. Mais l'idée, c'est pas de créer des stationnements incitatifs. L'idée, c'est de desservir des citoyens sans qu'ils aient besoin d'utiliser leur voiture. Bon. Pour faire ça, de ce que je comprends au niveau du tracé, c'est qu'aux alentours de la 30 et de la 104, chemin Saint-Jean, là, un petit peu avant, il faudrait faire comme une bretelle. Il manque un 2-3 km peut-être? 1,5. 1,5 kg de rail pour se rendre au REM. Donc, on comprend, oui, que l'investissement serait beaucoup moindre là, que... Mais là, on est dans une logique là, de transport durable. Puis là, évidemment, on se vante au Québec de l'électrification des transports. Puis le REM, ça va marcher à l'électricité. Mais là, si on met un train entre Saint-Jean et Brossard, il va rouler comment? À l'électricité? Bien, c'est possible. La chose existe, mais dans le fond, la chose peut évoluer aussi dans le temps. Et puis, s'il roule au gaz, on n'est pas avancé. Bien, je ne suis pas d'accord, dans la mesure où on vient remplacer X nombre de voitures, voitures... C'est temporaire. Idéalement, on voudrait que ce soit électrique. Non? Idéalement, oui. On souhaite l'électrification des transports pour tous les moyens de transport, même les avions. Mais ça, est-ce que le gouvernement est ouvert à cette idée-là d'un lien ferroviaire entre Saint-Jean et la Prairie et Brossard, en fait? Bien, je vous dirais que le but de la rencontre, c'était pas de nous présenter ce projet-là, et c'est que c'est moi, même le maire de Richelieu, a même appuyé l'idée. Nous avons profité de l'occasion pour justement semer la graine. Et puis, même, comme je vous disais, j'en ai discuté à quelques reprises avec le député Louis Lemieux, qui aime bien l'idée et qui va m'aider à sensibiliser l'autorité gouvernementale pour permettre la chose. Puis il ne faut pas imaginer aussi une seule solution. Évidemment, il y aura différentes façons de se rendre au REM. Nous, ce qu'on propose, c'est de développer un lien privilégié, un lien ferroviaire. Évidemment, notre transport en commun les autobus pourront continuer à aller à Brossard. Les gens pourront aller se stationner aussi. Certains pourront faire ce choix-là, d'aller se stationner là-bas. Il y aura un frais, j'imagine, là, pour laisser sa voiture au 10-30. Donc, mais l'idée, c'est d'ouvrir une brochette de possibilités pour permettre aux citoyens d'accéder au transport collectif.
Donc, imaginez les gens qui sont sur la 104 ou à Saint-Luc, ça ne fait pas de sens de venir, de se déplacer en voiture vers le centre-ville pour prendre le train. Là, on est à quelques mois des élections municipales au Québec. Après ça, il y aura des élections provinciales, forcément. Là, à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avale la pilule de ce que le gouvernement nous dit ou on met quand même de la pression pour avoir le REM pareil au 10-35 ou si on essaie de travailler sur des solutions alternatives? On travaille sur des solutions alternatives. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire sur le 10-35? Bien, ultimement, oui, mais pas à court terme. Donc, à court terme, le gouvernement a fait son lit. Puis même si la décision avait été prise, de toute façon, d'aller de l'avant avec le projet 10-35, le temps de réalisation aurait été peut-être de 5 ans, 10 ans. Donc, de toute façon, nous allons devoir nous réorganiser rapidement, réorganiser notre transport collectif urbain et interurbain pour nous connecter à la nouvelle réalité du REM. Et dans tous les cas, bien, ce lien-là ferroviaire aurait été pertinent. Donc, la réalisation de ce projet-là pourrait se faire beaucoup plus rapidement que réaliser le prolongement du REM. Mais ultimement, on doit, à mon avis, développer le réseau ferroviaire à travers tout le Québec. On devrait, à mon avis, pouvoir aller à Sherbrooke en train rapide, en train électrique. Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais c'est dans une perspective à long terme. Il faut travailler sur le développement de nos réseaux ferroviaires. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, nouvelle acquisition du côté de MXO. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, comme pas mal tout le temps, des gens qui ont pas mal plus de talent que nous autres. Lisanne Richard en plongeon de haut vol et en deuxième partie, la vedette québécoise du NASCAR, Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nouvelle acquisition pour l'agence MXO. MXO qui achète partiellement WCW. Et là, je vais tenter de le dire correctement. We Create Websites. Julien Hald est avec nous. Bonjour et bienvenue. Tu l'as dit parfaitement. Bien, j'ai décodé que c'était ça, parce Ouais. qu'au début, quand j'ai vu le nom de l'entreprise que vous avez acheté partiellement, là, j'ai fait comme, mais comment ça s'appelle? We Create Websites, parce que le chiffre 8. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est comme entreprise? C'est une entreprise, dans le fond, qui se veut excessivement complémentaire à ce qu'on fait au niveau technologique. Eux sont spécialisés au niveau de Shopify, tu sais, quand on parle de commerce en ligne, mais ils font aussi, je dirais, beaucoup de développement sur mesure, puis des applications. Ils créent des produits technologiques, si on veut, qui se vendent en mode SaaS ou, exemple, une application spécifique à Shopify qui va être disponible sur le Shopify Marketplace, si on veut. Fait qu'ils sont vraiment plus dans le produit que dans le service, à la base, ce qui était un objectif qu'on avait, les associés, de commencer à créer des produits, mais ce qui est très difficile à faire de l'interne, parce que c'était pas nécessairement dans notre ADN de le faire. C'est quoi l'historique de cette compagnie-là? Historique très intéressante. C'est un modèle d'affaires qui est hyper tourné vers l'avenir, c'est-à-dire complètement décentralisé. C'est des gens qui, à la base, étaient basés dans 4 pays différents, qui se sont rencontrés sur Internet, vraiment dans une optique de partage, qui ont fondé une communauté ensemble autour de Shopify. Bon an, mal an, ont décidé de s'unir concrètement dans une entreprise pour offrir des services là, qui étaient principalement liés au niveau de Shopify. Le président était basé ici, sur la rive sud de Montréal, un anglophone. Aussi, on trouvait ça pratique. Nous, c'est plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre anglophone pour desservir une partie de nos clients ou pour aller vers l'international. Mais ça nous donnait aussi la chance d'avoir un petit pied à terre aux États-Unis, un associé en Australie, un pied à terre dans le coin de Londres. Fait qu'on a commencé à travailler avec eux, hyper intéressant, très bénéfique pour nos clients. Bon, une technologie de pointe, mais aussi pour exporter.
Fait que durant la COVID, bon, ça a explosé. Ça a Intéressant. Oui. On dit donc que vous achetez partiellement. On en déduit Oui. que vous achetez quoi, des parts de l'entreprise? Oui, c'est ça. On a acquis, là, je dirais, près de 40 de l'entreprise. Puis l'objectif derrière ça, c'est qu'on ne souhaitait pas que l'entreprise perde son leadership ou son edge. Ah ouais? Oui, ils ont une excessivement belle vision. Nous, on voulait se positionner. C'était très bon pour nos clients. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle on voulait le faire. C'est important aujourd'hui quand on pense au e-com, l'Internet n'a pas de frontières ni d'horaire. Fait qu'on voulait être capable d'être opérationnel sur des heures qui étaient complètes à chaque semaine, mieux servir nos clients dans une autre langue, à l'international. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là. Et quel est l'avantage pour vous quand même d'acheter une entreprise, mais de ne pas détenir la totalité des actions? Parce que quelqu'un va dire, là, j'achète 40 d'une entreprise, mais une entreprise que je ne contrôle pas. Oui, non, exactement. Puis c'était vraiment notre souhait. C'était vraiment dans un horizon de création de valeur pour nos clients. Puis on voyait même un préjudice. Ça aurait été probablement facile d'acquérir une majorité. Le dialogue était ouvert. Mais nous, ce qu'on avait peur à l'inverse, c'est que ce joyau-là, comme on le voyait, perdre de son leadership. Puis moi, je l'avais vécu, l'acquisition partielle. Si on le ramène au temps d'Orange, ça a été excessivement bénéfique sur le long terme. Si on pense à mon ancien associé qui est Steve Trenk, qui est maintenant consultant. Mais ça a été un peu le même modus operandi. Puis moi, je l'avais vécu, je voyais les avantages, je m'étais senti respecté. Et pour eux, c'est quoi l'avantage de vendre 40 de leurs actions à MXO? Leur croissance. On vient les outiller, évidemment. Là, tout ce qui est le back-office, tout ce qui est l'équipe de gestion, notre expérience qu'on a d'être capable d'implanter des solutions qui vont avoir de la valeur à long terme pour supporter leur croissance, mais aussi on ne se cachera pas qu'on était devenu hyper rapidement la plus grande partie de leur chiffre d'affaires. Donc, il y avait une dépendance économique. Fait que, c'était une manière c'est ce qu'on appelle un win-win, là. Exactement. Eux, ils gagnaient une sécurité, qu'on serait intéressé envers leur projet à long terme. Puis pour nous, ben on avait un set de compétences qui, de ce niveau-là, moi, je n'ai jamais vu ça. Au niveau de Shopify et tout ça. Bon. Justement, tu as fait référence à quelques occasions à Shopify. Pour expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est Shopify? Shopify, c'est un CMS. Là, si on veut, comme Magento, on pourrait aussi penser à WordPress avec WooCommerce. C'est une technologie là, qui sert à faire des sites transactionnels. Je pense durant la COVID, ça a été possiblement celle qui a été le plus utilisée. Ah oui? Mais c'est parce que c'est très facile pour un entrepreneur de s'abonner, de prendre une petite licence, de faire rapidement son site puis de vendre en ligne. Maintenant, nous, c'est certain qu'on s'adresse à une clientèle qui a peut-être plus de défis ou qui veut adresser des fonctionnalités qui sont peut-être un petit peu plus complexes. On peut aller très loin maintenant avec cette technologie-là. Donc, c'est principalement l'outil, donc un CMS, pour les gens qui connaissent ça, qui permet, dans le fond, d'encadrer toute la mise en ligne des produits qu'on veut vendre sur un site Web. Exactement. C'est pour les sites transactionnels. Oui, bien, pas uniquement pour les sites transactionnels, mais si on veut, là, je pense que tu l'as très bien résumé, là, c'est quelque chose qui va intégrer, là, dans le fond, qui va nous permettre d'intégrer du contenu, si on veut, dans une plateforme. Mais tu dis que ça peut servir à autre chose que du transactionnel? Bien, tu sais, dans le sens que WordPress est un CMS aussi. Là. Si on veut, là, dans le sens, il y a différents CMS qui nous permettent d'intégrer du contenu, de faire de la vente en ligne et tout ça. Shopify en est un qui répond à beaucoup de besoins actuels. Bon, puisqu'on parle de vente en ligne, là, ça fait 1 an qu'on est dans la pandémie et on l'a vu rapidement au printemps, donc l'an passé, où et c'est là qu'on a vu les entreprises qui étaient déjà équipées pour faire du transactionnel, puis ceux qui, malheureusement, ne l'étaient pas du tout. Là. Il y a eu un rattrapage qui a été provoqué par la COVID. Avez-vous dû accompagner beaucoup de clients, disons, dans cette accélération-là? Phénoménal. Oui, c'est une des raisons pour laquelle l'acquisition a eu lieu aussi, parce qu'on voulait en même temps contrôler notre croissance, puis préserver ce qu'on était chez MXO, mais en même temps, nos clients avaient des besoins, puis on voulait leur dire oui, on peut t'aider, on peut t'accompagner. On a des clients aussi qui étaient en ligne, à l'inverse, qui ont le discours, là, la trame narrative, c'est on atteint nos objectifs qu'on pensait atteindre dans 5 ans. Actuellement, là, c'est le type d'information qu'on voit. Le data, c'est ce qu'il nous dit. Au niveau du B2B, c'est encore pire. On parlait beaucoup dans les médias en sortant des statistiques de la croissance du commerce en ligne en général.
Mais où la croissance a été la plus importante, c'est dans le B2B, dans le business to business. On l'oublie souvent, là. Puis ça, c'est des choses qui vont rester puis qui vont forcer les entreprises à se transformer dans leur manière d'utiliser la technologie puis de favoriser ces échanges-là entre entreprises. Même aujourd'hui, je le vois, en tout cas, peut-être dans le cas des restaurants, parce que, bon, là, évidemment, on est beaucoup dans la thématique là, du take-out. Là, donc, on commande, même souvent, on prépaye puis on va chercher ensuite. Puis, on a vu beaucoup de restaurants aujourd'hui qui se sont équipés là, de plateformes quand même, somme toute, assez intéressantes, très user-friendly, tout ça. Puis pourtant, il y a un an, on n'avait pas ça du tout. Là. Il fallait appeler, puis hey, je vais passer chercher mon plat, alors qu'aujourd'hui, tout est bien fait pour commander en ligne. Je prends l'exemple des restaurants, mais on pourrait prendre cet exemple-là pour un paquet d'autres commerces. Oui, puis la technologie existait. Souvent, oui, elle existait. était là. Éventuellement, on en parle souvent en marketing, c'est le mode de consommation. C'est comment le client a envie de consommer ton offre de produits puis de services. La COVID a amené des modifications profondes à comment on a envie de commander son lunch au restaurant. Il y a eu Click and Collect, il y a eu plein de choses qu'on a vu émerger cette année. La technologie existait, mais c'est la courbe d'adoption qui a été incroyable. Moi, je reviens souvent à cet exemple-là parce que je l'ai moi-même personnellement vécu au printemps où, à un certain moment, il fallait acheter des trucs qui n'étaient pas disponibles. Puis là, la seule foutue place où on les avait, c'était sur Amazon. Oui. Et ça me faisait de la peine. Parce que moi-même, je faisais la démarche comme consommateur d'essayer d'éviter le Amazon à tout prix pour finalement me rabattre. Pas le choix. La seule place que je peux l'avoir, c'est sur Amazon. Puis le pire, c'est que je sais qu'il va être là demain. Oui. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je sais que les gouvernements ont quand même fait beaucoup d'efforts pour conscientiser les consommateurs à essayer de faire la démarche d'acheter ailleurs avant de se rabattre sur Amazon. Oui. Mais maintenant, encore faut-il que les clients aient un site web digne de ce nom oui. et une plateforme transactionnelle aussi fonctionnelle. Oui. Et c'est là, dans le fond, où on arrive à la croisée des chemins. Là. On arrive à la croisée des chemins, puis tu sais, tu amènes un point qui est hyper intéressant. Puis tu sais, je pense qu'il faut voir au-delà de juste la technologie dans ça, du moins la technologie qui est liée au site Internet. Tu sais, Amazon ne vendent pas des produits ou des services à la base. Oui, ils en vendent, mais leur focus, c'est au niveau du temps. T'sais, eux, ils le disent, là, le chef de la technologie, c'est comment on peut accélérer ce processus-là transactionnel. Ouais. C'est une business d'intelligence, c'est une business d'intelligence artificielle, c'est une business d'opération, une business de technologie à la base. Où ça devient difficile, c'est oui, on peut avoir notre plateforme en ligne, mais est-ce que toutes les opérations vont suivre? Ouais. Est-ce que ça va être rentable dans mon modèle d'affaires? Fait que c'est pas toujours la bonne solution pour le client. Fait que c'est de réussir, je pense, des fois, à modifier sa chaîne de valeur un peu ou le type de produit même qu'on va vendre. Bon. Après un an de pandémie, c'est quoi l'impact d'une pandémie sur une entreprise comme la vôtre, où là, probablement, on a maximisé le télétravail comme un peu partout ailleurs? C'était quoi l'impact sur l'entreprise, sur vos employés, sur vos clients? Bien, les 2 premières semaines, c'était quelque chose. Là, dans le sens, je ne suis pas certain que nos clients avaient envie de parler. On était dans probablement le plus long cycle économique qu'on avait jamais connu. Une croissance perpétuelle année sur année. J'ai fait quelques démarches, j'ai appelé des clients, puis je le sentais, ils n'avaient pas envie de nous parler, puis ça allait très bien, puis là, on n'avait pas le goût de se casser la tête, puis là, bon, on vit cette situation-là. C'était un peu la trame de fond. Mais après ça, l'impact, c'est, les entrepreneurs se sont retroussés les manches, puis on était forcés là, peu importe si ça allait bien ou non, dans ton secteur d'activité, dans ton industrie, tu devais faire des changements. Fait qu'au dernier mois, ça s'est accéléré. Déjà, après 4 semaines, on voyait une différence. Nous, c'est certain, on est segmenté par industrie. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que les équipes qui étaient dédiées, par exemple, au tourisme ou à l'événementiel, là, il y a eu des collisions qu'on pourrait dire frontales. Mais d'ordre général, nous, on a refait notre chiffre d'affaires hyper rapidement, différemment un peu en s'ajustant, en modifiant beaucoup nos méthodologies de travail, pour que ça soit plus efficace dans un mode de le faire à distance, mais qu'il y ait de la pérennité en même temps là-dedans. On avait l'occasion de bâtir quelque chose de solide sur le long terme. Avez-vous été dans l'obligation de mettre à pied des gens temporairement ou même les réembaucher après ou je ne sais trop? Oui. Bien, au début, nous, ce qu'on s'est dit, c'est une game de vitesse. Là. Fait qu'on agit. Okay. On met notre ego de côté, on agit. On a un canal de communication qui doit rester hyper transparent. On motive nos grands leaders. On leur explique, on ne sait pas, on est en train de s'embarquer dans quoi.
on prend des moves. On a pris des décisions rapides, temporaires, qui ont été très bénéfiques sur le long terme. Ceci étant dit, ça fait plusieurs semaines que tous les employés sont réintégrés à temps plein. Vous avez ramené tout le monde? Tout le monde est là. On a fait plusieurs embauches. On a fait une acquisition. On prévoit peut-être être obligé de faire une deuxième acquisition. On commence à avoir des employés dans des régions différentes, comme la ville de Québec. Mais ça, c'est l'autre bénéfice, parce qu'avec le télétravail, maintenant, vous pouvez embaucher n'importe qui, n'importe où. Bien, théoriquement, oui. T'sais, on a un associé en Australie actuellement, puis honnêtement, on collabore hyper bien avec. Fait que tout est possible. Puis il n'y a pas la barrière de langue, d'horaire, tout ça. Il y a toujours des solutions. C'est possible, c'est bénéfique. Puis ça amène de la diversité aussi, ce qui n'est pas toujours évident quand on est en région où il y en a un petit peu moins. Et pour le moment, vous êtes encore en télétravail, mais disons que ça achève peut-être? Bien, on le souhaiterait, parce que, tu sais, peut-être ce qui est le plus complexe, on en entend souvent parler, mais, tu sais, avec toutes les nouvelles C'est pratique, mais se embauches, voir aussi, c'est payant. mais c'est pratique en termes de fluidité des opérations, mais surtout en termes de coaching de nos employés. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire à brûle pour point, surtout quand on veut intégrer des nouvelles ressources. Puis on le voit, c'est ce qu'on entend aussi, le développement de compétences, c'est plus difficile à distance. Julien Alde, merci beaucoup. Félicitations, bonne chance pour la suite. Mais visiblement, on voit que l'entreprise s'est bien sortie de la pandémie, si bien qu'on fait des acquisitions. Merci. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Dimanche qui vient, 28 mars, 11h à 15h au poste de police à Saint-Jean, au Bougainvilliers, sur la rue McDonald. C'est une journée de déchiquetage électronique. Ce que ça veut dire, c'est pas du papier. Des vieux cellulaires, des vieilles tablettes, des vieux disques durs, des clés USB. Bref, si vous voulez disposer de ces appareils-là qui ont probablement stocké du data au fil des ans, c'est le moment de le faire et c'est totalement gratuit. À demain. Bye-bye.